belle question. Qui, mieux qu'un expert qui a plus de 10 ans dans le secteur bancaire pour modérer ce panel? Eh bien, le modérateur du panel porte un nom, Boris Agba Mba, que je demande de bien vouloir me rejoindre ici. Il est expert financier, directeur général de Finance Consulting, diplômé de l'Université de Bordeaux, titulaire de certificats d'institutions aussi prestigieuses que HEC, Onidi, Dal Carnegie, etc. Mesdames et messieurs, voilà l'homme de la situation. Il vous apportera la solution. Mesdames, Messieurs, chers invités, Madame Eo, j'ai l'honneur aujourd'hui d'être le modérateur d'un panel sur la question financement des entreprises innovantes. Vaste sujet. Le financement des entreprises innovantes concerne plusieurs problématiques, en fait. On en discutait avec les panélistes en off, la problématique de l'éducation, la problématique, bien entendu, de l'innovation, la problématique de l'accès au financement. Même si je suis financier, mais on est tous d'accord, le financement vient à la fin, en fait. C'est vrai qu'on va parler de financement, mais avant le financement, il faut avoir une bonne idée, répondre à un besoin, comme M. Conan l'a dit tout à l'heure, être résilient et savoir communiquer avec toutes les parties prenantes que sont les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les banquiers qui ne financent pas, il paraît. Bon, je sais au moins que Cofinance, il y a des exemples qui ont été donnés là. Mais je suis sûr que je trouverai des entrepreneurs, si je pose la question, qui vont dire que Cofina ne les a pas financés. Ce n'est pas parce que Cofina ne veut pas, c'est parce que le dossier ne répondait pas aux exigences, aux contraintes de Cofina. Parce que Cofina, comme toutes les institutions financières, nous avons des fonds d'investissement ici, nous avons des banques digitales. C'est l'argent des autres qu'elle replace dans vos projets. Et le but n'est pas de perdre cet argent. Okay? Donc on va essayer, sans langue de bois bien entendu, d'échanger avec le panel composé d'experts, de gens qui ont à la fois la maîtrise du terrain, l'expérience, les compétences techniques, et j'espère que nos échanges de 60 minutes, on m'a dit 60 minutes, vont permettre à tout un chacun de ressortir avec un petit plus. Même s'il faut rêver grand, mais il faut commencer par des petits pas pour atteindre la destination. Merci. Donc sur ce, je vais redonner la parole pour présenter les experts, peut-être. Ok. Comme je ne veux pas être plus royaliste que le roi, donc je vais demander que les rois, pardon, je vais demander aux panélistes de bien vouloir se rapprocher du podium et chacun aura l'occasion de présenter son parcours. Je vais donc les rejoindre. Okay. Merci encore une fois d'être présent. Donc on va commencer par Paul Armand. Une brève présentation de votre parcours. Donc, Paul Armand Gassa, je suis associé chez Joliba Capital, qui est un fonds de private equity donc, je disais
disais, Paul Mangassa, associé chez Djoliba Capital, qui est un fonds d'investissement qui se destine à accompagner les entrepreneurs des zones Afrique subsaharienne francophone, donc grosso modo la zone UEMOA et la zone CEMAC. Donc avant le lancement de Djoliba Capital, il y a maintenant 3 ans, donc j'ai passé 7 ans comme directeur d'investissement chez Méditerranée Capital Partners, donc, notamment où j'ai eu le plaisir et l'honneur de faire la rencontre de Jean-Luc Conan sur un plan professionnel, parce que lorsqu'on parle d'innovation, je pense qu'on a eu le bonheur de nous inscrire dans l'histoire de Cofina dès le début. Donc à côté de cela, je suis aussi vice-président de l'Association ivoirienne des investissements en capital, donc qui regroupe l'ensemble des fonds d'investissement installés sur la place d'Abidjan. Voilà. Okay. Merci. Applaudissements quand même pour ce parcours. Ensuite, je vais donner la parole à M. Jean-Paul. Bonsoir à tous. Donc, moi c'est Jean-Thola Conan, différent de Jean-Luc Conan. Tout à l'heure on disait qu'on monte sur la scène après l'intervention de Jean-Luc, ça va être un peu compliqué pour nous. Je suis chez Ecobank, je suis le directeur régional de ce qu'on appelle chez nous le cash management. Il s'agit simplement de l'optimisation des flux financiers de nos clients entreprises. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est digital chez Ecobank pour la Côte d'Ivoire, la sous-région UEMOA, plus le Cap-Vert. Et dans ce titre, je m'occupe des fintech chez moi. Donc c'est chez moi qui viennent pour discuter de ce qu'ils ont envie de faire avec nous sur le point de vue transactionnel. Merci. Et enfin, Karl Hermann, je laisse la parole pour vous présenter. Merci. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, moi, je suis Karl Hermann Msolufi. Donc, rapidement, en termes de présentation, donc, je suis le chef du département distribution et de l'expérience client chez Orange Bank Africa. Et avant ça, j'ai commencé ma carrière bancaire à la BIAO à l'époque, qui est le groupe NCA. Et donc, comme j'expliquais, j'ai eu l'avantage tout à l'heure lors de la pause, je parlais avec quelques auditeurs. Donc, j'expliquais que j'ai eu l'avantage de rentrer dans le milieu bancaire par la technologie. Même si j'ai un parcours un peu atypique parce que je suis de formation comptable. Et donc j'étais bien content quand M. Conan expliquait qu'il faut savoir se réinventer. Donc j'ai eu l'occasion de passer par la comptabilité, la monétique aussi au niveau de la BIO, après à Ecobank. Donc j'ai un de mes anciens patrons avec qui je suis assis ici. Donc j'ai géré aussi la monétique chez Ecobank. Donc ensuite, après, je suis passé par tout ce qui était digital au business. Et aujourd'hui, j'ai géré au niveau de Orange Bank le marketing. Et là, maintenant, je gère tout ce qui est distribution donc commerciale et puis expérience. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plusieurs vies quand même. Hein. Quelqu'un qui est jeune, et pour les plus jeunes ici, on en parle souvent. Quand l'innovation, c'est d'abord dans notre cerveau. L'innovation, ce n'est pas forcément être le meilleur codeur. L'innovation, c'est, je ne dirais pas chercher à changer le monde tous les jours, mais trouver des solutions au quotidien. Et donc s'adapter. Okay? C'est fini l'époque de nos parents où on entrait en tant que fonctionnaire et on restait 30 ans dans la même direction, dans la même entreprise. Okay? Soyons résilients comme tous nos experts ici. Et donc sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet. Chacun des experts me dira, en fait, puisque vous êtes dans le métier, quelles sont les tendances en matière de financement et d'accompagnement des entreprises innovantes en Côte d'Ivoire. Et aussi à côté du financement, quels sont les risques principaux que vous repérez? Merci. Je vais peut-être commencer
Peut-être avant de me lancer, je vais appuyer sur quelque chose que Jean-Luc a dit tout à l'heure. Lorsqu'on parle d'entreprise innovante, on pense beaucoup tech. En fait, la tech, c'est juste un facilitateur, c'est un enabler. En fait, la définition même d'entreprise innovante, c'est une entreprise qui développe soit de nouveaux produits, soit de nouveaux procédés pour la distribution de produits existants. L'aspect tech, c'est juste soit un moyen de distribution, donc moyen d'atteindre les clients, soit un moyen d'améliorer les processus internes pour être plus efficace. Mais la notion même d'innovation, c'est changer la manière dont on répond aux besoins du client, soit par un nouveau produit, soit par de nouveaux procédés. Donc ça, je pense que cette précision est importante et j'expliquerai pourquoi, parce qu'aujourd'hui, la tendance en termes de financement des entreprises entre guillemets innovantes dans la zone Afrique francophone est très orientée vers la tech, notamment vers les fintech. Donc, à côté des fintech, il y a une montée de plus en plus forte de tout ce qui est agri-tech, health-tech, insure-tech, etc. Donc, pourquoi? Pour les raisons essentielles, c'est qu'aujourd'hui, l'aspect tech permet de bridger le gap en termes d'infrastructure. Parce que je prends un exemple tout simple. Le modèle bancaire historique, c'est construire des agences en dur. Vous avez une agence va vous coûter entre 30 et 100 millions. Vous êtes une banque et vous devez en ouvrir 500, le calcul est fait. Là où la fintech arrive, elle a juste besoin de développer une application. Vous-même, vous allez installer l'agence dans votre téléphone. Parce que l'application qui est dans votre téléphone devient son agence. Donc, en termes de coûts de développement et de CAPEX, ça se résume à des coûts informatiques et à tout ce qui est back-office. Donc, aujourd'hui, l'aspect tech, il attire beaucoup l'attention parce que la dimension technologique permet de baisser de manière très sensible le niveau d'investissement requis pour être en mesure de le déployer extrêmement rapidement. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle d'entreprises innovantes de manière globale, aujourd'hui, le focus des investisseurs et des financements est très orienté vers les entreprises technologiques, avec, comme je disais, un très fort accent sur les fintech, même si c'est une discussion qu'on avait tout à l'heure au sein du panel. C'est pas forcément le couloir le plus libre, parce qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs. Il y a des acteurs établis, même s'ils sont traditionnels, mais qui ont la force de frappe pour pouvoir investir de manière très forte pour se réinventer. Aujourd'hui, il y a des créneaux qui ne sont pas suffisamment servis. Donc, même si on reste sur la diagonale technologique, tout ce qui est agri-tech. Donc, tout à l'heure, Jean-Luc Conan parlait du financement de BEI de 27 millions de dollars justement pour accélérer la pénétration technologique dans tout ce qui est développement et industrie agricole en Côte d'Ivoire. À côté de ça, vous avez la santé. Aujourd'hui, il y a de très belles histoires, pas en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays. Par exemple, si je prends l'exemple du cardiopathe qui a été développé par un jeune ingénieur camerounais, qui permet de réaliser des électrocardiogrammes sur la base d'une tablette avec quelques connecteurs. Pour ceux qui sont familiers de la santé, un électrocardiogramme, entre guillemets, classique, tels qu'ils sont installés dans les hôpitaux, c'est plusieurs centaines de millions. Alors que là, la tablette coûte 3 000 $. Aujourd'hui, il y a des axes au-delà de la partie fintech qui sont en croissance et où il y a beaucoup plus d'opportunités que essayer de faire un Jamobis. Ce sera très difficile parce que Jamo est très bien installé, ils ont de très bons produits, ou essayer de faire un Orange Money bis. Aujourd'hui, le cash qui existe, les financements qui existent parce qu'ils existent. Le problème, encore une fois, ce n'est pas les financements. Les financements, c'est les trouver lorsqu'on a le bon produit et lorsqu'on a la bonne approche. Le problème, c'est démontrer la qualité de son produit et en quoi est-ce qu'il répond à des besoins. Le produit, la déformation que beaucoup d'entrepreneurs ont, c'est que c'est d'abord des techniciens avant d'être des hommes de terrain. Donc, il réfléchit à un très beau code, une très belle théorie, un produit qui est magnifique sur le papier, mais quel est le besoin du client auquel ce produit répond? Ça, c'est la première question à laquelle l'entrepreneur lui-même doit répondre, parce que c'est la première question que le banquier va se poser. Peut-être pas lui poser à lui, mais se poser. Parce que si votre produit ne répond à aucun besoin, il n'y a pas de marché. Donc,
j'avais déjà un peu commencé à déborder sur les risques. Je pense que le premier risque, justement, c'est le risque de marché. Et là-dessus, on fait la continuité, encore une fois, avec une discussion qu'on avait. Il y a un très gros enjeu à l'intégration régionale dans nos pays d'Afrique francophone, notamment d'Afrique de l'Ouest. Parce que l'entrepreneur qui va lancer, qui a une belle idée, s'il a choisi entre le marché ivoirien qui fait 27 millions d'habitants et le Nigeria qui fait 200 millions d'habitants, le choix est vite fait. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour nos marchés, c'est être capable de passer les frontières, d'avoir un produit qui peut être conçu en Côte d'Ivoire, mais qui peut être très rapidement scalable dans l'ensemble de la zone francophone, dans l'ensemble de la zone CFA, avec le minimum de barrières, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient financières, etc. Donc il y a un très gros enjeu aujourd'hui, si on veut pouvoir développer l'attractivité du marché ivoirien lorsqu'il s'agit de l'industrie, de sociétés innovantes ou d'activités innovantes, c'est être capable de regarder au-delà de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est extrêmement important. La taille du marché, elle est clé, parce que quel que soit l'investissement que vous avez à faire, si vous devez le rentabiliser sur 27 millions, si vous devez le rentabiliser sur 200, c'est pas le même game. C'est clairement pas le même game. Le deuxième point sur lequel le modérateur a un peu touché, avoir une idée, c'est très bien. On peut tous avoir des idées. On peut tous dormir 6 heures et rêver grand, comme a dit le PDG. Mais le sujet derrière, lorsque vous êtes face à la réalité, est-ce que le fait que vous soyez celui qui a eu l'idée fait de vous la personne la plus à même de gérer? Ça, c'est une question à laquelle beaucoup d'entrepreneurs ne répondent pas parce qu'ils ne se la posent pas. Vous pouvez être un très bon technicien, mais un très mauvais gestionnaire. Vous pouvez être un excellent entrepreneur, mais un très mauvais financier. Et à la fin, les résultats seront là. Vous ne pourrez pas avoir la confiance des prêteurs ou des financeurs, qu'il s'agisse de banques, qu'il s'agisse de fonds d'investissement, qu'il s'agisse de business angels, parce que personne ne met son argent dans votre entreprise pour vos beaux yeux. Celui qui investit, il investit parce qu'il croit dans l'idée, il investit parce qu'il croit dans votre capacité à réaliser la vision que vous lui avez vendue, et parce qu'il croit dans sa capacité à lui de faire une plus-value sur son investissement. Merci beaucoup. Merci Paul. Alors, Paul a dit beaucoup de choses intéressantes. Je vais essayer de compléter. Et je prends la chose dans l'autre angle parce que c'est vrai qu'il a parlé de... Il ne faut pas qu'on se focalise seulement sur tout ce qui est innovation technologique. C'est effectivement vrai, mais moi je vais plutôt ouvrir en parlant de maturité, le niveau de maturité d'entreprise qui veut se faire financer. Que ce soit une entreprise qui est mature et ancienne, ou que ce soit une nouvelle entreprise, donc une start-up, les deux sont capables d'innover. Et là, nous sommes en train de parler du financement de l'innovation. Ok? En fonction de votre niveau de maturité, vous aurez besoin d'un type de financement différent. Est-ce qu'on donne de la dette à une start-up qui démarre juste avant-hier avec une idée novatrice qui est autour de toi, que tu vas rembourser ou ne pas rembourser d'ailleurs, parce que c'est du love money, on ne te mettra pas forcément de pression pour le remboursement. Et ensuite, on frappera à la porte des VC, etc. Il y a aussi un élément important qui est tout ce qui est incubateur et accélérateur. Dans notre marché, ce n'est pas très commun. On commence à en avoir qui se développent. Je pense que Orange en a un. Mais les entreprises ou bien les innovateurs doivent absolument se rapprocher des incubateurs qui vont les aider, qui vont les structurer. Pour que ceux-là puissent, n'est-ce pas, démarrer. Et quand ils auront atteint une taille qui permettrait de les financer, on pourra les financer. Et je pense que ça ouvre la fenêtre sur les risques en fait auxquels on fait face. Plus on financera des entreprises qui sont pas structurées, on les financera où on essaiera de les financer dans des systèmes de financement classiques, plus on va prendre des risques.
et on n'est pas prêt à cela. En termes d'innovation, à mon avis, les data, les données qu'on collecte sont des données importantes. Et ces données peuvent être utilisées pour pouvoir faire ce qu'on appelle du scoring et pouvoir financer des entreprises qui n'ont pas forcément des états financiers, mais qui n'ont même pas la capacité de créer des états financiers. Et je pense que c'est ce que M. Konan tout à l'heure disait. Et les autres banques traditionnelles sont en train de regarder dans ce sens parce que l'IA est un facteur important, c'est un élément important sur lequel on doit pouvoir s'appuyer pour pouvoir financer les entreprises innovantes. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Alors merci. Je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose après. Je suis même en train de revoir mes notes et tout, et puis parce que je me rends compte qu'on a pratiquement tout dit, mais pour les besoins du forum, je vais essayer de placer quelques mots. Donc moi je pense que, Jean l'a dit tout à l'heure, on parle de financement des entreprises innovantes. Moi j'aimerais bien quand même qu'on fasse la distinction. On n'a pas forcément parlé des entreprises innovantes. L'innovation, ce n'est pas seulement la technologie. Voilà, donc il a dit, et j'insiste vraiment dessus, même si on est sur un forum innovation et technologie. Pour nous, les tendances du marché sont là. Hein. Je pense que de plus en plus, on essaie de financer l'innovation. Et comme il a dit, il y a différents modèles de financement. Il y a les financements bancaires, il y a des fonds d'investissement, il y a même l'État qui met à disposition des enveloppes pour accompagner certaines entreprises, quelle que soit leur taille critique, mais surtout puisque l'État est très engagé dans son plan de développement de la jeunesse, mais tous ces jeunes-là qui ont des idées innovantes, d'accord, et qui peinent, on va dire, en griffe à avoir des financements, parce que comme Jean l'a dit, après nous, on a notre casquette de banquier, même si nous, au niveau Orange Bank, on est plus dans du financement de tout ce qui est, on est plus dans l'inclusion financière, mais après on reste une banque avec des ratios et des contrôles de notre régulateur. Donc il y a vraiment l'État qui met à disposition. Donc ce qui est important aussi, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'il faudrait que tous ces jeunes, toutes ces startups, toutes ces personnes qui ont des idées assez intéressantes, assez innovantes, il faudrait qu'elles aillent à l'information. Il ne faudrait pas qu'elles restent campées sur, on va dire, leur position pour dire j'ai une idée, tout de suite je pense à aller voir une banque pour lever des fonds pour m'accompagner. Je pense pour ceux qui suivent bien l'historique des GAFAM aujourd'hui dans la Silicon Valley, je pense que la plupart, même quand on parle de HP, ce n'est pas une banque qui les a financés au départ. Ils ont eu des idées, comme Jean l'a dit, il y avait des love stories, il y a des gens qui ont cru au projet, qui ont voulu risquer de mettre des fonds, et ça existe en Côte d'Ivoire ici. Il y a des fonds qui sont disponibles, il y a des personnes qui ont des moyens, qui sont prêts à accompagner en fait des personnes ou bien même des entreprises innovantes. Voilà. On a aussi bien sûr tout ce qui est financement classique, donc là je parle des banques. Donc on va aller sur des entreprises qui ont une certaine, on insiste beaucoup, qui ont une certaine maturité ou qui savent se faire accompagner. Nous, au niveau d'Orange Bank, on a eu un modèle un peu différent. On a, certes, comme Jean l'expliquait, sur notre offre purement digitale, on a le scoring qui permet, via les données, et c'est ce qu'il y a de très important, via les données, de pouvoir analyser le profil de risque d'un bénéficiaire, mais d'une personne qui demande un financement, et de pouvoir lui prêter de façon instantanée en 10 secondes, directement via le modèle Mobile Money, et justement là, capé à 1 million. Même avec 1 million, on sait très bien que quand on a une entreprise, on peut commencer, quand on a une idée, quand on est entrepreneur ou start-up, on peut commencer à se développer. Sur le volet que nous on appelle un peu banque classique, on a un modèle où on a voulu se faire accompagner par des incubateurs ou on va dire des cabinets d'experts. Donc si je prends, parce que même dans la culture, on peut innover. C'est ce que j'explique toujours aux gens. Parce que quand on dit innovation, je veux vraiment qu'on sorte de l'esprit technologique. Donc si je prends par exemple dans le domaine culturel,
étant donné que nous, banquiers, on ne sait pas forcément tout de suite savoir couper un tissu, on ne sait pas ce que c'est qu'un patron, patron dans le cadre de la mode, j'insiste. Donc, enfin, on ne connaît pas forcément l'univers de la mode, et ce n'est pas des univers qui sont forcément tout de suite dans la target list des banques. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé dans l'écosystème ivoirien des entreprises qui sont, on va dire, qui sont plus ou moins avant-gardistes sur ça, donc qui savent nous décrire, en fait, on va dire, un modèle économique et un modèle viable pour une entreprise culturelle qui veut se lancer. Donc on travaille avec ces entreprises-là, et si vous voulez, tout ce qui est analyse, donc que vous soyez une start-up, vous voulez vous lancer, que vous soyez une boutique de mode qui existe depuis plusieurs années, bah, ces cabinets-là, je peux citer l'exemple de Birimia, par exemple, avec qui on travaille sur la partie les industries culturelles et créatives. Donc ça va analyser, regarder les différents éléments de ce secteur que nous, banquiers, nous ne maîtrisons pas, savent les traduire dans le modèle de banque, on va dire, qui parle aux banques, et nous donner un confort pour pouvoir les accompagner. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a aussi dans l'audiovisuel, on a des partenaires avec qui on a travaillé, qui sont plus, vraiment, comme on dit, sur les tendances marché, et qui savent nous traduire, en fait, le besoin de l'entreprise, soit nous donner des assurances en tant que banque pour pouvoir les accompagner. Donc, pour parler vraiment de tout ce qu'il y a sur le marché, je peux en citer tellement, mais comme je dis, bon, on est tenu par le temps, et j'insiste toujours, surtout pour nos jeunes frères étudiants qui sont là, j'insiste sur le fait d'aller à l'information, d'aller chercher, même pour ceux qui sont en train de chercher des financements, vous pouvez aller sur les sites des gouvernements, sur les sites des banques, sur les sites où vous pouvez aller trouver l'information. Le risque, peut-être pour terminer sur la partie risque, le risque qui peut arriver de pouvoir financer une entreprise innovante, bien sûr, l'innovation, c'est, comme on dit, c'est un peu je vais utiliser le terme, c'est un peu l'inconnu. Je préfère utiliser le terme. L'innovation, c'est aussi l'inconnu. Moi, je me souviens quand Orange Bank me faisait appel, je me souviens un peu la création, quand on a dit, en tant que banquier, depuis aujourd'hui, tu vas aller faire crédit à des gens que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vus, et tu vas pouvoir leur faire crédit. Tout le monde se posait la question de se dire, mais quelqu'un que je n'ai jamais vu, comment je peux lui faire crédit? Et tout le monde avait parié que quand on a lancé la banque en 2020, qu'on allait fermer la banque en 2022. Mais jusqu'à présent, on est encore là. Donc, pour vous dire qu'il y a aussi le risque de comprendre non seulement votre activité, c'est l'inconnu. Maintenant, à vous de savoir mettre les garde-fous pour pouvoir rassurer ces différents financiers-là, pour leur montrer que, ben, écoute, ce que je suis en train de faire, j'y crois. Je suis en train de mettre tous les éléments pour l'emmener jusqu'au bout. Et puis, pour vous rassurer que l'investissement que vous êtes en train de faire ou le financement que vous êtes en train de me donner, ben, il va pouvoir porter ses fruits dans X années. Merci beaucoup, chers panélistes. Ça mérite des applaudissements. Ok, pour synthétiser, puisque beaucoup de choses ont été dites, premièrement, je passe sous le contrôle des experts, premièrement, les financements, ils existent. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de financement, il y a plusieurs institutions qui financent, et chacun de ces financements est adapté à votre niveau de maturité. À vous, en tant qu'entrepreneur, de savoir à quel type de financement vous pouvez avoir accès, et derrière, il y aura nécessairement une offre pour répondre à vos attentes. Deuxième élément que j'ai retenu, la notion de risque, et notamment le risque autour même de l'entrepreneur lui-même. La nécessité pour lui de dépasser son expertise, sa technicité, et de prendre en main véritablement le métier de chef d'entreprise. Aujourd'hui, il y a également beaucoup d'offres, notamment les différents les incubateurs,
des entreprises ou des fondations qui ont des centres de formation. Donc je pense raisonnablement qu'aujourd'hui l'offre est suffisante, elle existe pour qui cherche, même s'il y a des améliorations à apporter. Donc je vais passer à la deuxième série de questions. Donc je vais commencer par le grand frère, Jean. Ok. Donc aujourd'hui, quelles sont les principales innovations technologiques mises en œuvre par Ecobank récemment? On sait que sur les paiements, sur la monétique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails là-dessus? Alors, lié au financement ou de façon... De façon générale, mais plutôt pour les entreprises et notamment les startups, on va dire. D'accord. Alors, on part sur le principe qu'une entreprise a un cycle de cash qui doit être optimisé. Ça veut dire quoi? Que l'entreprise doit pouvoir collecter le plus vite possible ce que ses clients lui doivent et que l'entreprise doit pouvoir aussi payer ses fournisseurs en temps voulu, pas avant, pas après. Donc, partant sur ce principe, ce que Ecobank a fait, c'est de déployer des solutions qui permettent d'optimiser ce cycle. Okay? Donc, on a par exemple un produit très innovant qui permet de collecter de l'argent dans la sous-région de façon instantanée. Je suis un exportateur de chaussures en Côte d'Ivoire. J'exporte au Bénin, au Ghana, pardon, pas au Ghana, dans la sous-région, au Bénin, au Togo, au Burkina Faso. Mes partenaires ils vont dans n'importe quelle agence dans ces pays-là. Ils peuvent me payer de façon instantanée, sans qu'ils ne viennent ici. Et donc, du coup, ça optimise le flux financier de nos clients qui sont dans nos livres. Et on le fait sur toute la sous-région. Et nous sommes en train aujourd'hui de l'étendre dans tout le réseau Ecobank qui couvre 33 pays, en tenant compte bien sûr des contraintes réglementaires et aussi des contraintes en termes de change. La deuxième innovation importante qu'on a lancée depuis 2016-2017, c'est notre application mobile qui s'appelle Ecobank Mobile, qui permet de faire plusieurs choses. Déjà, l'accès à ton compte bancaire est immédiat, ou à tes comptes est immédiat 24 heures sur 24. Donc, c'est ton gestionnaire, au lieu d'appeler ou tu es déplacé à la banque pour, n'est-ce pas, aller demander ton solde, tu l'as tout de suite au bout des doigts, 24 heures sur 24. Nous avons rajouté à l'intérieur de l'application mobile de ce qu'on appelait les facturiers. Donc, on est capable de payer aujourd'hui nos factures d'électricité, d'eau, de télévision, et avec des mises à jour instantanées, n'est-ce pas, de votre compte chez l'opérateur. Donc, mon abonnement Canal Plus est terminé, je suis au travail, il est 15 h en pleine réunion, les enfants sont à la maison, ils ont besoin de regarder un match. Comment on fait pour payer? Je suis capable avec mon application en 5 secondes de m'acquitter de mon abonnement et ça fonctionne tout de suite. Mais ça, c'est avec une collaboration très poussée entre nous et les différents opérateurs. Sur l'application, je peux aussi générer un code de retrait sur les guichets automatiques. Et nous avons cette possibilité-là et on sommes en train d'étendre parce qu'on croit que la digitalisation est une affaire d'écosystème. On ne peut pas faire la transformation digitale tout seul. Donc, nous sommes en train d'étendre ces capacités au niveau de toute la zone UEMOA. Donc, avec le GIL, nous sommes en train de faire des discussions très poussées pour que tous les guichets automatiques de toutes les banques puissent aussi pouvoir faire des retraits sans carte. Et avec des collaborations bilatérales, notamment Cofina d'ailleurs, nous sommes en train de travailler pour justement, je pense qu'on a fini d'ailleurs, mais on est en train de faire le pilote pour que les clients Ecobank les clients Cofina puissent aller sur les guichets automatiques Ecobank en débutant leur compte Cofina.
Donc c'était toutes ces innovations, je pourrais en citer longuement, mais ce qui est important en termes d'innovation que nous avons lancé et qui est lié au financement, c'est qu'on s'est focalisé sur les secteurs, notamment les femmes. Les femmes, nous avons dit qu'on a un biais au niveau des cobanques très prononcé pour les femmes, et on ne le cache pas. Toutes les entreprises initiées par les femmes, pilotées par les femmes, ou alors qui ont des activités qui sont liées aux femmes, sont capables de venir toquer à notre porte pour qu'on puisse leur apporter 3 choses. La première chose, c'est de la formation. De la formation en entrepreneuriat. La deuxième chose, c'est la digitalisation. Donc, nous voulons leur apporter des outils pour leur permettre d'être visibles en ligne, donc avec notre partenariat avec Google par exemple, et aussi avec les outils de collecte dont j'ai parlé tantôt. Et la troisième chose, c'est que nous les finançons. D'accord, donc on a dégagé une enveloppe assez conséquente pour financer ces femmes-là. On est en notre 3e année et nous sommes en train d'innover pour pouvoir continuer dans ce sens. Nous avons aussi mis un focus sur l'agriculture, sur lequel nous sommes en train de créer des produits de financement spécifiques au monde agricole, pour nous permettre, n'est-ce pas, d'être dans un pays qui a 40% de son PIB qui est tiré de l'agriculture, est un acteur bancaire qui, n'est-ce pas, permet aux agriculteurs de sortir de la pauvreté. Si c'est eux qui nous permettent d'être riches en tant que pays, pourquoi c'est eux qui sont pauvres? On n'arrive pas à comprendre ça et nous sommes en train de chercher à régler le problème. En faisant quoi? En les digitalisant. Il faut que les producteurs puissent avoir leurs revenus de façon bancarisée. Il faut qu'on les bancarise. Il faut qu'on soit donc innovant pour pouvoir les bancariser, malgré le fait qu'au niveau de la documentation, on a des soucis. On a innové dans ce sens-là. Je prends un exemple très simple. On dit qu'il te faut donner un certificat de résidence pour ouvrir un compte, alors qu'on sait très bien que dans les villages et dans les campements, il est difficile d'avoir un certificat de résidence. Et nous, on est parti jusque dans ces campements-là, et on a dit au chef du village et au chef du campement, si tu me confirmes que M. Yao est quelqu'un qui habite ici, nous, on prend ce document-là comme étant un certificat de résidence. Et on peut lui ouvrir un compte. On est allé avec des photographes nous-mêmes, on a pris des photos aux agriculteurs, et ça permet de faire une photo pour la personne, puisqu'il n'a pas de photo. Voilà. Donc c'est pour donner quelques exemples, pour dire, allons-y vers des domaines qui ont besoin de nous, en tant que financiers, pour pouvoir les aider à sortir de la pauvreté. Voilà, c'est ce que je peux dire dans ce sens-ci. Merci beaucoup. Très bons exemples d'innovation. Donc l'innovation, ce n'est pas que les startups, c'est également des entités matures comme les banques commerciales traditionnelles. Et là, on en a eu la preuve. Je vais ensuite poser une question à Karl Hermann. C'est vrai que quand on parlait de banque digitale, il y a 4-5 ans, il n'y a pas grand monde qui y croyait. Donc, aujourd'hui, Orange Banque Digitale, qu'est-ce qu'elle propose concrètement aux entreprises en termes de technologie, en termes de transactions, en termes de financement? Merci Maurice. Donc effectivement, comme tu le dis, il y a 4 ans de cela, quand on parlait de banque digitale, il n'y a pas beaucoup de gens qui y croyaient, ou on était plutôt sur le modèle de banque digitale où il n'y avait pas le crédit. Parce qu'il y avait il y a des banques digitales, ce n'est pas le sujet. Maintenant, c'est la notion, comme Jean l'a dit tout à l'heure, la notion de crédit. Donc nous, on a pris on va dire le risque, entre griffes, de rajouter la notion de crédit au digital. Donc, on a lancé notre offre Tic-Tac, d'abord. Donc, l'innovation, c'est quoi? C'est qu'on est parti, on s'est basé sur les données, parce qu'on avait compris à l'époque que, on va dire, comme au moment de la révolution industrielle,
c'était le pétrole qui était vraiment l'or noir. Aujourd'hui, on va dire en griffe, l'or noir, c'est la donnée. Voilà. Avec la donnée, vous pouvez tout faire. Et je pense que tout à l'heure même, on avait suivi le premier panel qui parlait de la donnée. Donc notre modèle qui est assez disruptif sur le marché, qui compte un peu plus de 1 600 000 clients qui ont vraiment adhéré à notre modèle de financement digital, c'est TicTac. Donc c'est tout simplement à partir de vos usages, de vos produits Orange Money, la fibre, la data et tout. Donc bien sûr avec l'IA et le machine learning que nous avons développé, nous savons analyser votre profil de riche, je l'ai dit tout à l'heure, pour vous prêter de l'argent entre 5 000 et 1 million. Nous avons volontairement mis le cap à 1 million pour essayer de comprendre en fait, comme on a dit, le marché et pour essayer de faire évoluer nos offres. Donc on a une grande partie de nos clients, donc dans les 1 600 000 clients à date, qui sont des auto-entrepreneurs, des startups, qui ont de l'usage sur les produits Orange. Et à partir de ces usages-là, on sait pouvoir leur prêter de l'argent. Aujourd'hui, nous avons de belles success stories. Tout à l'heure, le DG Conan a expliqué des success stories. Nous avons de très belles success stories de personnes qui ont bénéficié de ces financements-là et grâce à ces financements-là qui ont pu évoluer dans leurs activités. Et donc ça, nous, c'est l'une des fiertés d'Orange Bank. Donc, c'est l'offre TicTac. Cette offre-là, elle est en même temps disponible, comme je le dis, pour les particuliers, parce que si vous pouvez, en tant que particulier, dès lors que vous avez un compte Orange Money, souscrit à partir de l'application Maxit, souscrit à cette offre-là. Nous avons aussi mis en place, en fait, accompagner aussi, comme on le disait, les entreprises un peu plus structurées, donc là on sort des TPE, qui sont un peu des PME. Et donc là aussi pareil, puisque ces entreprises-là font de l'activité sur les outils Orange, notamment font la collecte de leur chiffre d'affaires, comme ce que Jean expliqué tout à l'heure, font la collecte de leur chiffre d'affaires par des QR codes d'Orange Money ou font des différents, ce que l'on appelle les P2P et tout. À travers toutes ces opérations-là, nous savons en fait analyser, leur mettre à disposition des financements un peu plus élevés. Si je reviens encore sur le domaine innovant sur lequel nous avons réussi ce modèle-là, c'est le domaine, encore une fois, comme je dis, de la culture, parce que nous sommes fiers de dire, vous verrez rarement un banquier d'Orange Bank parler de la grande entreprise multinationale qui l'a accompagnée. On parlera toujours de ces petites entreprises-là qu'on a accompagnées. Donc, on les a accompagnés, on leur a mis des financements au-delà des 1 million, 2 millions, 5 millions selon leurs besoins. On les a équipés de produits digitaux pour leur permettre de pouvoir collecter leur chiffre d'affaires, de pouvoir faire leurs transactions et, comme Jean l'a dit tout à l'heure, de pouvoir suivre leur cycle de cash flow. Et tout ça, ça nous permet en fait d'avoir un minimum de confort pour nous dire que l'argent que nous avons prêté est en train d'être utilisé dans un bon cycle. Et justement, cet argent-là va permettre de rembourser et de pouvoir faire du crédit à d'autres personnes. En termes d'autres produits, nous avons bien sûr toutes les solutions e-banking qui permettent, on a une seule agence, comme on le dit, on a une seule agence, Orange Bank c'est une seule agence qui est à notre siège, mais nous on considère qu'on a, on considère qu'on a la banque qui a le plus d'agences, parce que nous on est dans notre agence, c'est le téléphone de nos clients. Voilà, mais juste pour revenir, pour être un peu plus sérieux, on a une seule agence, d'accord, et donc on ne souhaite pas, c'est pas qu'on a un problème avec nos clients, mais on ne souhaite pas les voir dans l'agence. Nos clients doivent pouvoir gérer leur activité et les gérer à distance. Et donc on est fiers d'avoir mis en place notre solution de e-banking, donc pour tous ceux qui ont des comptes de domiciliation ouverts à la banque. Et on a également notre offre de carte prépayée, Visa Orange Bank, qui est une offre sur laquelle, là encore, on parle d'innovation. On est plutôt fiers de cette carte-là parce qu'aujourd'hui, je pense que le marché est habitué à la carte prépayée.
Mais nous avons choisi, ça nous a coûté de l'argent, on a choisi d'investir dans la sécurité sur cette carte-là. En fait, aujourd'hui, l'innovation qu'on a fait sur cette carte, c'est quoi? C'est de sécuriser au maximum les transactions de nos clients. Aujourd'hui, on sait qu'on connaît tous, je pense que même la Côte d'Ivoire a reçu une liste, a été récemment remise sur une liste, bon, on va faire l'économie de ça, mais on sait tous que les transactions sur Internet sont des transactions à risque. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'on arrive à photocopier votre carte à votre insu. On fait tout ce qu'il y a comme transaction sur Internet avec votre carte, donc on peut vider votre argent. Par contre, nous, au niveau d'Orange Bank, ce qu'on a dit, on veut lancer une carte prépayée, mais on ne veut pas lancer une carte prépayée. On veut sécuriser les transactions de nos clients. Donc nous avons choisi de mettre ce que nous on appelle un masque PAN. Donc c'est un petit cadran de sécurité qui est sur la carte prépayée, qui permet en fait, qui fait que ce n'est que le titulaire de la carte qui connaît l'intégralité de ce que nous on appelle le PAN. Donc même si aujourd'hui Boris prend ma carte, et que par inadvertance il a photographie et il attend que je sorte de son magasin pour aller faire des transactions sur Internet, ben quand il va arriver, on va lui demander de renseigner le numéro complet de la carte, il ne pourra pas le faire. Parce que le numéro complet n'est connu que de moi. Donc c'est une technologie et aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a mis sur le marché et qui est beaucoup utilisé par les commerçants. Parce que, encore une fois, c'est des gens qui voyagent beaucoup. Aujourd'hui, ou des gens qui font beaucoup de transactions sur Internet, le commerce en ligne est très développé en Côte d'Ivoire et ils avaient besoin de ces outils assez innovants et de sécurité en fait pour les accompagner. Donc, je pourrais rester là comme Jean, parler de tout ce au niveau des banques, pour rassurer tout le monde, au niveau des banques, que ce soit les banques, les établissements financiers, nous ne dormons pas. Nous travaillons constamment à mettre en place des outils pour répondre aux besoins. Je pense que le DG Kona a dit tout à l'heure, au pur, c'est ça, pour répondre aux besoins urgents à résoudre, je pense que c'est ça, le besoin urgent, le projet urgent à résoudre de nos clients. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas être plus long que ça. Okay, merci beaucoup. Il faut quand même applaudir. Je me demande si j'ai à côté de moi des experts ou des bons commerciaux. En tout cas, là, on se retrouve avec l'embarras du choix entre les offres d'EcoBank, de Cofina, d'Orange Bank. Bon, je ne sais pas où me mettre. Okay, en tout cas, comme on a dit tout à l'heure, les solutions existent, que ce soit pour le financement, que ce soit pour les transactions, que ce soit pour l'accompagnement. Et je vais poser une question à notre ami, à mon ami de Joliba. Vous faites du capital investissement, c'est bien ça. Les entrepreneurs entendent parler de capital risque, capital investissement, etc. C'est quoi vraiment la différence entre un financement bancaire et un financement par capital risque ou par capital investissement? Et bien sûr, quels sont les avantages, puisque nous sommes devenus des commerciaux, n'est-ce pas? Bon, je vais passer directement donc aux avantages, aux différences, pour souligner les avantages entre capital investissement et financement bancaire. J'en vois trois principaux. Donc, le premier, c'est, je pense, dans un des panels précédents, il y a quelqu'un qui a dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Le capital investisseur, il rentre au capital de la société, donc il est au même niveau de risque que le promoteur, que l'entrepreneur. Lorsqu'il y a des difficultés, je pense que tout le monde est familier de la chose, lorsqu'il y a des difficultés, on désintéresse d'abord les clients, ensuite les banques, et s'il reste quelque chose, on désintéresse l'entrepreneur. Donc le capital investisseur se met à ce même niveau-là de partage de risque. Donc ça veut dire, lorsqu'il y a des crises, l'entrepreneur ne dort pas, le capital investisseur ne dort pas. Parce que pour lui, il risque de tout perdre. Donc l'enjeu pour lui, c'est comment aider l'entrepreneur à sortir de la crise. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, en termes de durée du capital, le capital d'investissement, c'est de l'argent long terme.
Donc c'est de l'argent long qui ne met pas de pression de remboursement sur l'entreprise. Lorsque tout à l'heure le grand frère parlait du fait que les financements bancaires ne sont pas adaptés aux startups, pour une raison simple, c'est que la startup ne génère pas suffisamment de trésorerie à son début. Elle est concentrée sur son développement, donc elle ne génère pas suffisamment de trésorerie pour faire face aux échanges de remboursement. Donc pour une startup, le crédit bancaire, ce n'est pas la chose la mieux adaptée parce qu'elle ne sera pas en mesure d'honorer ses remboursements. Là où le capital investisseur il rentre à ce même niveau de risque que l'entrepreneur et il se projette vraiment sur des durées longues et ce n'est qu'à la fin qu'il fait entre guillemets son bilan et évalue combien est-ce que c'est pas valable. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est, et pour nous c'est le plus important, c'est vraiment au-delà de l'argent. Aujourd'hui, l'argent se trouve. Donc vous avez le Love Money, vous avez les différents fonds, rien que sur la place d'Abidjan, en fonds d'investissement, vous en avez une vingtaine. Donc lorsque vous avez un beau projet, vous avez une belle société, l'argent, vous allez le trouver. Donc le sujet, c'est vraiment qu'est-ce que vous apportez à l'entrepreneur en plus du cash que vous mettez dans son entreprise. Donc c'est un appui en termes de réseau, c'est un appui en termes d'expertise, c'est un appui en termes, tout à l'heure on parlait de formation, d'assistance technique. Donc vous devez être capable de poser sur la table de l'argent, certes, mais aussi comprendre quels sont les autres besoins de l'entrepreneur en termes de formation de ses équipes, une formation de lui-même, en termes de déblocage de telles difficultés, en termes d'implantation sur tel marché. Et vous devez pouvoir l'accompagner dans la réalisation de ces objectifs-là. Aujourd'hui, je dirais les principales différences entre du capital investissement et du financement bancaire, je les classerai dans ces trois zones. Merci beaucoup. Donc, il nous reste une dizaine de minutes. Je pense qu'on va pouvoir les consacrer aux questions du public. Donc, on va prendre deux questions. Je vois qu'il y en a plusieurs. J'ai un monsieur devant. Merci. Je suis Thierry Boissy, DG de Best Africa, qui est une société qui développe dans la fibre optique. Je vais ici poser deux questions, si c'est possible. Parce que, avant d'arriver à Best Africa, j'ai plusieurs fois œuvré dans des projets de technologie qui n'ont pas eu la faveur des banques et même des financements. Pourquoi? Parce que on n'était pas encore à l'heure d'une telle pénétration d'Internet et tout. Donc c'était difficile. Donc ma première question est de savoir à quel moment une start-up est considérée mature pour le financement quand on sait que le développement peut prendre plusieurs années. On sait que toutes les banques généralement attendent 3 ans et demandent 3 ans de bilan pour voir, étudier et s'assurer qu'on puisse financer quelqu'un. Donc ça c'est ma première question. La deuxième, l'un des points qui rassure les banques pour un financement est la qualité du client final. Alors qu'aujourd'hui, en termes de développement, on sait que tous les projets, les nouveaux projets qui existent sont des projets Android, des projets qui passent par Apple, je ne sais pas, j'ai oublié le nom encore, par l'iOS et tout. Et la majeure partie des clients, c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Donc comment vous pouvez être à l'aise à financer quelqu'un qui a des clients qui sont carrément inconnus de lui-même? Voilà. Ok, merci. Qui peut répondre la première question? Là, je pense que la première question, je vais essayer de répondre, M. Kwasi. Alors, effectivement, quand on vient sur un marché avec un produit, ça je parle de façon générale. Si le marché n'est pas mûr pour accepter ce produit, on a beaucoup de mal à le vendre et à croître. Et pendant ce temps, en tant qu'entreprise, on a des coûts structurels auxquels il faut faire face. Et si tu ne vends pas ton produit, tu ne peux pas tenir. Okay? Et c'est pour ça
ça qu'il est important de faire un minimum d'études de marché pour voir si est-ce que je viens trop tôt sur le marché ou bien est-ce que je suis au bon moment pour pouvoir décider. Je vais prendre un exemple concernant EcoBank même. EcoBank a lancé le premier, ça a été la première banque à lancer les QR codes en 2016, 2017, 2014. Ah, tu étais encore chez nous. On a lancé les QR codes, les premiers, on pourrait dire même dans la sous-région. Et aujourd'hui, notre QR code en Côte d'Ivoire n'est pas utilisé parce qu'on était trop tôt sur le marché. Aujourd'hui, les QR codes sont dans tous les taxis, mais c'est les QR codes de Wave ou de Orange. Ou à moindre mesure, les QR codes de MTN. C'est juste un exemple. On n'est pas mort parce que ce n'était pas notre seul produit. Pour une entreprise qui vient sur le marché avec un produit unique qui n'est pas encore mûr, que la population n'a pas encore accepté, aura du mal. Donc ça permet de faire un lien avec comment est-ce que les banques vont financer cela, parce qu'on va analyser ce risque-là aussi. C'est ce qu'on appelle le risque de marché. On va analyser est-ce que ce que vous vendez pourra apporter le cash flow suffisant pour faire face au service de la dette. Si vous demandez 2 millions, on va regarder est-ce que chaque mois vous pouvez rembourser une partie de ces 2 millions pour que nous, on puisse redonner, bien remettre l'argent de nos épargnants à la place. Voici le vrai problème qu'on a. Donc, on demande 3 ans parce qu'on se dit, les statistiques ont montré, qu'une entreprise qui est vivante pendant 3 ans et qui réussit à faire ses états financiers pourra statistiquement vivre longtemps, vivre plus longtemps. Parce qu'en général, les entreprises meurent entre 1 et 2 ans. Quand ils sont créés, il y a l'euphorie, il y a un peu d'argent, on a eu un peu d'argent du cousin, du tonton, etc. On démarre. Et après, si on n'a pas fait une bonne étude de marché, le produit qu'on vend n'est pas accepté par le marché et l'entreprise se meurt. Voilà, donc c'est pour ça qu'on regarde en général 3 ans. Et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de revoir ce modèle. Parce que, en tant qu'entreprise, on est obligé à se remettre en cause tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à attaquer 80% du tissu économique qui est constitué des PME-PMI? Parce que justement, ces 80% là ne sont pas structurés correctement. Seules les structures bancaires ou financières qui viennent avec de l'innovation réussissent à attaquer ce domaine-là. Donc au final, nous sommes en train, on a pris conscience de cela, et nous sommes en train de repenser le modèle pour trouver d'autres moyens, surtout qu'aujourd'hui, il y a autre chose que les états financiers qui pourraient nous rassurer. C'est les habitudes sur les réseaux sociaux, c'est des données, etc., qui sont capables aujourd'hui de nous fournir une panoplie d'informations qui puissent nous permettre de faire du credit scoring. Il y a aussi des entreprises innovantes, spécialistes dans le domaine du credit scoring, qui sont capables de nous dire, nous, on sait regarder cette panoplie du client et on sait vous dire, lui il est bon, lui il n'est pas bon, etc. Donc, désolé si on n'a pas pu vous financer en son temps. Peut-être que vous êtes arrivé un peu trop tôt sur un marché qui allait peut-être avoir un boom dans 10 ans. Les banques n'ont pas forcément eu tout de suite voilà, un projet comme Jumia, voilà, qui est venu un peu trop tôt. Voilà, donc il faut continuer à innover et félicitations pour cela. Merci. La deuxième question, je ne sais pas si c'était à moi, c'est toujours à moi. Je n'ai pas bien compris la question, franchement, désolé. C'était quoi la question? La qualité du client final, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi j'arrive à me faire financer par la banque où je suis parce que mon client final c'est nous. Donc, alors qu'aujourd'hui, dans les innovations, généralement, nous avons des projets, des logiciels qui sont créés, des applications qui sont créées sur iOS et Android, où les clients sont des personnes carrément inconnues. Donc, dans ce type de projet, comment on rassure la banque pour dire qu'on peut faire de l'argent avec? Ok, alors, ce qu'on appelle les contreparties, ces contreparties-là,
ce n'est pas le seul élément qu'on regarde quand on finance. Okay? Donc, on peut regarder tes clients, on regarde aussi souvent tes fournisseurs. Pourquoi? Parce que si tu as un seul fournisseur qui te permet de créer un produit que tu mets sur le marché, je te finance 2 milliards, mais ton fournisseur se casse la gueule, désolé pour les thèmes, fait une boutique 2 mois après, qu'est-ce qui va se passer avec les 2 milliards? Tu n'arrives plus à produire, tu ne peux plus satisfaire tes clients ne peuvent pas te payer, donc moi je ne suis pas payé. Donc les contreparties ne sont pas que tes clients, mais on regarde tout l'écosystème. Et c'est pour ça que si tu vends à des gens que tu n'as jamais vus, il n'y a pas de problème, parce que c'est pas sur ça seulement qu'on se base. On va regarder d'autres choses. Et le produit innovant que tu essaies d'envoyer sur le marché sera aussi analysé. On va aussi faire des benchmarks pour voir est-ce que sur d'autres marchés, ce type de produit a fonctionné. On a des spécialistes secteurs qui vont regarder, etc. Ce qui est bien avec les... est-ce que c'est le bon mot? Les banques, on a des spécialistes métiers qui regardent, il y a des spécialistes risques qui regardent, etc., etc. Moi, je ne fais pas partie du comité de risque ni de crédit chez Ecobank. Mais je suis consulté quand on va financer une entreprise de la tech. Parce que je connais le métier. Et je sais dire, cette technologie-là, c'est une bonne technologie, ou alors il y a tel type de clients, etc. Voilà, donc c'est pour juste dire qu'on n'a pas un seul facteur. Il y a plusieurs éléments qui sont regardés. Tu veux compléter? Donc, dernière... Non, je veux juste compléter. Je pense que le mot-clé, c'est vraiment le mot risque. C'est vraiment quelle est la perception que le financier, qu'il s'agisse d'une banque, qu'il s'agisse d'un fonds de venture capital ou d'un fonds de capital risque, quelle est sa perception du risque? C'est pas quelque chose d'absolu. C'est pour ça qu'un des éléments qu'on regarde beaucoup, c'est la personnalité du promoteur. Donc, le promoteur doit être capable de démontrer que même s'il existe un risque, le risque est assumé, il est mesuré et il peut être, excusez-moi du terme anglais, overcome. Et ça nous ramène sur votre première question qui était la question sur la maturité. En fonction de la maturité de l'entreprise, il y a des types de financement différents. Le love money, c'est le financement qui assume le taux de risque le plus élevé. Parce que lorsque votre frère, votre soeur met de l'argent dans votre projet, il part du principe qu'il aide son frère. Il n'est pas dans une recherche de rentabilité, donc au pire des cas, s'il perd tout, il a aidé son frère. Après ça, vous avez ce qu'on appelle du seed capital, où le taux de casse, entre guillemets, attendu est beaucoup plus élevé. Parce que le venture capital ou le seed capital, il part du principe que sur 10 entreprises financées, il y en a peut-être 9 qui vont mourir, mais celle qui va réussir va exploser. Ils sont tous à la recherche de la licorne, comme on dit tous en Afrique. Ils recherchent tous l'entreprise qui va faire une valorisation d'1 milliard. Mais tout ça, ils sont prêts à avoir 9 sur les 10 qui ne passent pas les 3 ans. Et à partir des 3 ans, parce qu'une fois que vous avez passé les 3 ans, vous avez fait la preuve de la pertinence de votre modèle économique. Ça veut dire que vos produits ont un marché, sinon vous serez déjà mort. Ils sont à un prix qui est acceptable par le marché. Il y a une chaîne d'approvisionnement, comme disait le grand frère, donc il y a des fournisseurs, etc. Il y a un processus de fabrication qui est maîtrisé. À ce moment-là, la banque peut venir financer, parce que vous avez démontré que votre produit est pertinent et répond à une demande effective sur le marché. Merci beaucoup, chers experts. Il y a beaucoup de questions, mais nous sommes malheureusement limités par le temps. Nous sommes dans la salle encore, donc on peut, pour ceux qui veulent répondre à des questions de manière individuelle. Donc sur ce, je vais clôturer ce panel sur le financement et remercier encore une fois mes chers amis qui méritent beaucoup d'applaudissements. Et je laisse donc la parole au maître de cérémonie. Merci infiniment.